la colonie jusqu'en 1997, ces boat people se considéraient comme des réfugiés politiques ayant fui un régime communiste, mais Londres ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Hubert Coudurier. Ces réfugiés qui ont fui le régime communiste de Hanoï depuis 1975 ont été entassés dans des camps où les conditions de vie demeurent particulièrement insalubres. Si certains ont échappé à des persécutions politiques, la plupart étaient en quête d'une vie meilleure, attirés par le mirage économique d'une colonie surpeuplée qui n'a pas voulu les assimiler. Considérés comme des immigrants économiques et donc illégaux, à défaut d'avoir fait la preuve de leur qualité de réfugiés politiques, ils ont été expulsés en pleine nuit, envoyés par vol spécial à Hanoï, au terme d'un accord secret qui aurait été signé il y a 6 mois. Le ministère vietnamien a toutefois refusé de considérer qu'il s'agissait là d'un rapatriement de force contraire, selon lui, à l'esprit humanitaire. Au moment où la police anti-émeute de Hong Kong embarquait les 51 réfugiés à bord du vol de la Cathay Pacific, le Parlement était réuni à Londres pour interpeller le gouvernement sur ces méthodes expéditives qui risquent de se généraliser aux autres pays d'Asie dans la même situation. Mais en dépit de la désapprobation des travaillistes et de la mise en garde des États-Unis et du Canada, Mme Thatcher a défendu cette décision au risque d'entacher l'honneur de la couronne. Le drame des boat people est la tragédie des enfants dans le monde. Ce chiffre, tiré du rapport de l'UNICEF présenté aujourd'hui à New York, si rien ne change au cours de la prochaine décennie, 100 millions d'enfants, oui, vont mourir de faim ou de maladie dans le monde. Un chiffre d'autant plus terrible lorsqu'il est rapproché à d'autres chiffres. Elisabeth Kidetian. Le massacre le plus silencieux et le plus inacceptable qui soit pourrait marquer les années 90, celui de 100 millions d'enfants condamnés à mourir de faim et de maladie. La fatalité n'a rien à voir avec ça. Les mécanismes de cette tragédie sont aussi inexorables que si les gouvernements la prenaient officiellement en compte comme la conséquence directe de leur politique. Avec son rapport annuel, le directeur de l'UNICEF, James Grant, prend date à coups de chiffres implacables et absurdes. 1 milliard de dollars sont dépensés chaque jour par les pays du tiers-monde pour acheter des armes et rembourser les dettes accumulées. Il faudrait chaque année 2,5 milliards de dollars pour sauver les enfants systématiquement sacrifiés. Chaque jour, 8 000 d'entre eux meurent parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les vacciner, plus de 7 000 meurent de déshydratation et 6 000 autres de pneumonie parce que leur pays n'a pas de budget pour la prévention et les soins médicaux. 2,5 milliards de dollars, ce n'est pourtant rien d'autre que 2% des dépenses militaires des pays en voie de développement, rien que 10% des subventions accordées chaque année à ces agriculteurs par une communauté européenne en mal d'excédents agricoles, l'équivalent enfin du budget publicitaire annuel des marchands de cigarettes aux États-Unis. Plus d'une centaine de pays sont favorables à l'idée d'un sommet mondial pour les enfants aux Nations Unies en septembre prochain. Mais quel chiffre faut-il ou quel visage pour qu'à la culpabilité diffuse et provisoire provoquée par de tels rapports se substitue ce que James Grant appelle une réelle volonté politique? L'Est avec tout d'abord la Tchécoslovaquie et une situation paradoxale à propos de la prochaine élection présidentielle qui pourrait intervenir dans les 2 mois. C'est le Parti communiste qui propose une telle élection au suffrage universel et c'est l'opposition qui s'y oppose. Ce sont pourtant 2 de ses membres qui font figure de favoris, messieurs Dubček et Václav Havel. Caroline Sins. Alexandre Dubček dans les rues de Prague, presque en campagne présidentielle. Mais plus que Dubček, c'est Václav Havel qui incarne l'espoir pour les jeunes. Son visage est partout. Sur les affiches, on peut lire « La vérité et l'amour doivent vaincre le mensonge et la haine ». Václav Havel est le candidat officiel du Forum civique pour être président de la République. C'est lui le plus populaire. Chaque jour, des manifestants scandent son nom, comme aujourd'hui, devant le siège de l'Assemblée nationale. Ce soir, le Forum civique vient de donner son avis. Il ne veut pas que le président soit élu au suffrage universel, mais par le Parlement, comme le veut la Constitution. Il répond ainsi à la proposition surprise des communistes réclamant des élections présidentielles. Le Parlement réuni aujourd'hui n'a pas tranché. Un projet de loi visant à amender la Constitution sera déposé demain et étudié lors de la prochaine session non encore fixée. On semble s'acheminer vers une élection présidentielle qui pourrait avoir lieu dans 2 mois. Beaucoup trop long, dit le Forum, qui craint que cela divise le pays et détruise la fragile stabilité politique. Autre signe d'avancée ou de dégel en Tchécoslovaquie, c'est un homme sans parti politique, M. Kukral, qui vient d'être élu président de l'Assemblée fédérale. Il succède à un conservateur communiste, M. Indra, une victoire acquise à une très large majorité lors du vote.
En Union soviétique, reprise des travaux du Congrès des députés du peuple, défaite des réformateurs sur l'ordre du jour des discussions, les amis d'Andreï Sakharov voulaient aborder un point clé de l'idéologie, c'est-à-dire remettre en question le rôle dirigeant du Parti communiste dans la Constitution. Mikhaïl Gorbatchev, qui joue actuellement très serré entre les réformateurs et les conservateurs, était opposé à la discussion de ce sujet. Gilles Dujoncher. Les réformateurs radicaux avaient peu de chances de gagner d'entrée de jeu cette bataille en faveur de l'abandon de l'article 6 sur le rôle dirigeant du parti. Ils avaient contre eux non seulement les députés conservateurs, mais aussi le Marais, qui suit Gorbatchev. Ce dernier, samedi, devant le comité central du parti, avait jugé prématuré un tel débat. Ses arguments, primo, l'article en question n'empêche pas le déroulement d'élections libres, on l'a vu en mars dernier. Secundo, le parti demeure une force d'intégration au sein de l'Union. Pourtant, ce matin, des députés montaient au créneau, parmi eux Andrei Sakharov, qui remettait à Gorbatchev des télégrammes appelant à l'abandon de l'article 6. Réponse du numéro 1 soviétique, « J'en ai 3 dossiers pleins où on demande le contraire. » Et d'ajouter, « Il ne faut pas manipuler l'opinion publique. » On passa quand même au vote sur l'opportunité d'ouvrir un débat. Ce fut un tir de barrage contre la proposition des députés réformateurs, 1138 voix contre. D'autres demandes avancées par les réformateurs, comme discuter du centralisme démocratique, connurent le même sort. Nullement dépité par cet échec, Andrei Sakharov a estimé qu'il fallait défendre la perestroïka même contre ses initiateurs, quand leurs positions deviennent réactionnaires au point de passer des compromis inacceptables avec les forces de droite. Et le prix Nobel de la paix d'avertir, le parti connaîtra la déroute s'il continue de s'accrocher à l'article 6. Et puis une première, encore une, aujourd'hui à l'Est. Pour la première fois depuis 1945, un secrétaire d'État américain était en visite en RDA. James Baker s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre, M. Hans Modrow, ainsi qu'avec le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Kohl. Message clair pour Washington, pas question pour nous d'être absents du dossier interallemand, pas question de précipiter une éventuelle réunification. Francine Raymond. Une journée historique. James Baker est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre en RDA depuis sa fondation, il y a 40 ans. La journée a commencé par une visite du secrétaire d'État américain au mur de Berlin, symbole du changement en cours. Au petit déjeuner, Helmut Kohl précise que son plan de restauration de l'unité allemande ne suppose aucun échéancier. C'était la réponse à la mise en garde américaine exprimée par James Baker. L'unification de l'Allemagne ne doit pas être précipitée et doit respecter les préoccupations légitimes de ses voisins. Les Américains ont le souci de maintenir leur influence sur ce continent en pleine mutation. Cette nouvelle architecture européenne, explique James Baker, suppose une adaptation de l'OTAN qui doit se donner de nouvelles missions. C'est à Potsdam que le secrétaire d'État américain avait rendez-vous avec le Premier ministre est-allemand Hans Modrow. Les États-Unis ne reconnaissent pas Berlin-Est comme capitale de la RDA. Hans Modrow a vu dans cette visite le signe politique du soutien américain à la RDA. Officiellement, de ce côté de la frontière, on n'a pas abordé la question de la réunification. C'est ici pourtant que le débat est le plus vivace. Hier soir, dans les rues de Leipzig, les partisans de l'unité de l'Allemagne ont donné l'impression d'être majoritaires. L'ère de l'après-Pinochet, le Chili retrouve la démocratie. 8 millions d'électeurs vont choisir le futur président parmi 3 candidats. Cette consultation mettra fin à 16 années d'une dictature militaire au bilan bien sombre, appauvrissement des plus pauvres et difficultés croissantes dans les classes moyennes. Enquête, soir 3, dans la banlieue de Santiago, où l'on entend beaucoup de cette élection. Reportage de Marc Mémon et de Philippe Guinet. À l'ouest de Santiago, la banlieue pauvre, au Chili, 5 millions d'habitants vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté. C'est le prix social de 16 années de régime militaire. Les 7500 personnes qui sont installées dans le quartier de Pudahuel attendent tout des prochaines élections et de la démocratie retrouvée, du travail et leur dignité. Nosotros ahora esperamos que llegue la democracia para tener libertad, vivir mejor, porque vive la gente. Nous attendons la démocratie pour obtenir la liberté de vivre mieux que dans les conditions actuelles. Dans cette population, nous avons été bombardés avec des bombes lacrymogènes. Il y a eu beaucoup de répression. Nous avons envie de vivre tranquillement. Les Chiliens sont très actifs dans la préparation de ces élections. La droite se présente divisée avec 2 candidats qui porteront les couleurs du régime Pinochet. Dernier temps fort de cette campagne électorale qui s'achève, ce rassemblement gigantesque ici au parc O'Higgins, au cœur de Santiago, des partisans du candidat favori, Patricio Aylwin, candidat de la concertation,
des partis du centre droit jusqu'au Parti communiste en passant par le MIR, Patricio Aylwin étant lui-même issu de la démocratie chrétienne. Il devrait être élu dès le premier tour jeudi prochain. Son programme, le retour à la démocratie et les retrouvailles de la nation chilienne au-delà de ses différences. Mais le futur président, qui ne prendra ses fonctions qu'en mars 1990, devra cohabiter avec les forces militaires qui conserveront plus qu'un droit de regard sur les institutions. Ce sont là toutes les limites de l'événement du 14 décembre. En France, l'immigration, en discussion d'ailleurs houleuse aujourd'hui au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, y présentait un projet de loi portant sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans le pays. Le texte prévoit notamment que toute personne reconduite à la frontière pourra faire appel de cette décision devant la justice et que cet appel sera suspensif. L'opposition a refusé de discuter le texte, le qualifiant de beaucoup trop laxiste. Philippe Decevski. Lorsqu'un travailleur clandestin sera interpellé et donc menacé d'expulsion, il disposera de 24 heures pour former un recours devant le tribunal administratif. Le juge, lui, devra rendre son verdict dans les 48 heures. Au Sénat, ce matin, le ministre de l'Intérieur a rencontré l'hostilité de l'opposition sur ce texte. Le RPR, qui chiffre à 500 000 le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière, estime que le projet de Pierre Joxe est contraire à une politique de fermeté à l'égard des clandestins. La différence entre la position de M. Pasqua et celle de M. Joxe, c'est que le recours aujourd'hui est un recours suspensif, c'est-à-dire qu'il arrête toute procédure, et ceci tant que le juge du tribunal administratif n'aura pas rendu son verdict par rapport à l'arrêté préfectoral d'expulsion. Lorsque un pauvre R est renvoyé à des milliers de kilomètres, il est évident qu'il a des difficultés et souvent une impossibilité matérielle à revenir, même si en fait il avait le droit de rester en France. Donc ce qui est important, c'est en effet que le recours soit suspensif. Les groupes RPR, UDF et centristes majoritaires au Sénat ont refusé toute discussion sur ce texte, car il s'intègre, selon eux, à une législation inadaptée et dangereuse. Deux prises de position après la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen hier au Parlement de Strasbourg. Raymond Barre, tout d'abord, juge les propos du président du Front National tout à fait inacceptables. Cela dit, a-t-il poursuivi, on lui donne une nouvelle fois l'occasion de passer pour une victime. J'aurais probablement voté la levée de l'immunité parlementaire, c'est ce qu'a déclaré ce soir Charles Pasqua, qui était l'invité de nos confrères de la 5. Procès d'un terroriste à partir de demain à Paris. Un Tunisien accusé d'attentat comparaîtra devant une cour d'assises spéciale composée exclusivement de magistrats professionnels. Habib Mahamar, 37 ans, serait l'auteur de plusieurs attentats, dont celui qui avait provoqué la mort d'une personne et fait plusieurs blessés au magasin Marks & Spencer à Paris. C'était en 1985. Et c'est une étonnante dénonciation qui a permis son arrestation. Clément Veyrenal. Le 23 février 85, une bombe de forte puissance explose à Paris devant le magasin Marks & Spencer, peu après l'ouverture. Le gardien du magasin est tué, 18 personnes sont blessées grièvement. Un attentat qui n'a jamais, jusqu'à ce jour, été revendiqué. Dans un premier temps, on parle d'une piste irlandaise, voire néo-nazie, mais en fait, l'enquête piétine. Ça n'est que 14 mois plus tard, en mai 86, que la police arrête, presque par hasard, dans la banlieue de Nancy, l'auteur de l'attentat. Habib Mahamar, un jeune Tunisien de 27 ans. Habib Mahamar a été tout bonnement dénoncé par sa compagne et complice, Souad Aïssaoui, à la suite d'une simple querelle conjugale. Mahamar, qui passe rapidement aux aveux, va raconter aux enquêteurs son itinéraire, celui d'un chômeur, petit voleur à la tire, ni politisé ni fanatisé, recruté un soir dans un bar de Toulon par une organisation terroriste basée à Bagdad, en Irak. Un premier contact, puis un voyage en Irak qui n'engage à rien, lui dit-on. Habib Mahamar accepte, pour une somme modique, 10 à 15 000 francs par attentat, de devenir un terroriste poseur de bombes. Un terroriste peu motivé, un exécutant qui rate presque son premier attentat contre une banque israélienne à Paris, mais qui réussit les suivants. Marks & Spencer à Londres une première fois, puis à Paris. Des attentats commandités depuis Bagdad par une organisation dite du 15 mai contre des cibles israéliennes ou tout simplement juives. Un procès qui s'ouvre donc demain à Paris. Voici d'autres éléments de l'actualité avec ces télégrammes de France et de l'étranger qui nous sont commentés ce soir par Philippe Pister. Nouvelle arrestation dans l'affaire des évadés de Lannemezan. Nadine Carillo vient d'être inculpée pour avoir facilité la fuite de Pierre Echeverria et Ghislain Gilbert, les deux fugitifs arrêtés dimanche dans le Café de la Plaine près de Pau.
C'est elle qui les aurait conduits dans ce bar. Une inculpation qui fait suite à celle déjà prononcée contre les 2 tenanciers du Café de la Plaine. 5 autres détenus courent toujours. Jean-Louis Etienne et ses 5 compagnons ont atteint le pôle sud hier soir. Plus de 3000 km parcourus depuis leur départ fin juillet. Mais hommes et chiens n'en sont encore qu'à la moitié de leur peine. Il leur reste autant à parcourir pour achever la traversée de l'Antarctique et atteindre la côte Est. Deuxième podium en moins d'une semaine pour Franck Picard. Le Français termine à la 3e place du Super G de Sestrières en Italie. Une épreuve remportée par le Suisse Surbringen. Victime d'une chute impressionnante, le luxembourgeois Gérard Daly s'en tire bien, avec tout de même de sévères contusions. Attention aux produits de luxe à la veille des fêtes. Les foie gras, saumon ou autres caviar ne sont peut-être pas tout à fait aussi exceptionnels que le clament un peu hâtivement certaines étiquettes. Le secrétariat d'État à la consommation s'en est ému. Il multiplie actuellement les contrôles et les tricheurs seront sanctionnés. Jacques Garnier. Les produits alimentaires de luxe sont de plus en plus nombreuses. Depuis un an, une enquête ouverte par la répression des fraudes a abouti à la saisie pour dénomination abusive de plus de 400 tonnes de foie gras. La récente campagne de publicité lancée par les centres Leclerc, très décriée par les transformateurs de foie gras, est loin d'avoir laissé indifférente le secrétaire d'État à la consommation. Je suis très heureuse de voir les distributeurs et les producteurs venir au secours de la qualité des produits alimentaires français. Parce que nous avons une tradition et que nous devons la maintenir. Qu'encourent ces professionnels peu scrupuleux? Ils encourent des sanctions financières, également des peines d'emprisonnement, et ils encourent, depuis la modification que j'ai introduite dans la loi sur la répression des fraudes, la consignation des marchandises. Alors, existe-t-il un moyen pour le consommateur de ne pas être berné? La seule façon d'y voir clair, c'est d'analyser. On s'est aperçu dans un premier temps qu'il y avait une véritable arnaque, une véritable tromperie, pas du point de vue sanitaire tellement, mais du point de vue des appellations, puisqu'on trouvait dans des blocs de foie d'oie du canard, de la poule et autres gallinacés, comme ils disent dans les laboratoires. Donc il y avait véritablement une arnaque sur le prix. Il y a des gens qui font de très bonnes choses. D'ailleurs, 75% des fabricants ont passé très bien le cap des analyses, mais il ne faut pas que les 25% de fraudeurs fassent pâtir l'ensemble des transformateurs. Depuis peu, les grandes surfaces viennent de s'emparer des dernières bastilles du luxe gourmand. Roger Lamazère et Petrosian, entre autres, ont compris l'importance de ce marché de rêve. Attirer le consommateur par une savante politique de prix allégés sur des produits réputés inaccessibles est peut-être source de profit et le risque n'est pas bien grand. La bourse de Paris, 2 choses à retenir aujourd'hui. Un dollar qui est repassé sous la barre des 6 francs et un indicateur en très grande stabilité qui progressait de 0,05%. Martine Thiébaut. Voilà un an que le dollar n'était pas repassé en dessous de la barre des 6 francs. Aujourd'hui, 5 francs 98,10 en cours officiel à Paris et 5 francs 93 en clôture de New York ce soir. Une baisse du dollar due à la faiblesse du yen, mais également à la très grande force du Deutsche Mark qui a flirté toute la séance avec le niveau des 3 francs 42. Ainsi, pour rester collé au Deutsche Mark, le franc doit-il être soutenu par des taux d'intérêt élevés. D'où un froncement de sourcils à la Bourse de Paris, avec ici et là un peu d'animation autour des situations spéciales. C'est ainsi que le roi sommaire devrait passer sous le contrôle de l'américain Emerson. Les plus fortes hausses en clôture, Radiotechnique, suivies de Bail Équipement et Matra, alors que Five-Lille, La Rochette et Drouot Assurance sont en repli de 4,5 à 5,5%. Mais une bonne nouvelle, elle nous vient de Wall Street qui est en forte reprise, puisque le Dow Jones gagne 24 points en clôture, et cela dans un marché actif. Voilà en 2 mots les résultats du tiercé et du quintet plus qui se couraient aujourd'hui. Vous découvrez le tiercé avec 2 arrivées possibles. Rapport pour Saint-Franc, un peu moins de 3000 francs dans l'ordre. Un peu plus de 1400 francs dans un ordre différent. Et puis le quintet plus, alors là ça devient très compliqué. Je vous laisse découvrir cela avec un rapport parfaitement confortable à 449 999 francs. On aurait pu faire un tout petit effort supplémentaire du côté des courses de chevaux. Voilà vos prochains rendez-vous avec l'actualité. 12h57 Richard Tripot, le 19h Eric Cachard, Catherine Matoche. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de la soirée. Dans un instant, votre soirée en compagnie de votre région. Excellente fin de soirée.
Bonsoir, à partir de demain, l'hiver va marquer une pause. Nous allons retrouver la douceur, mais également nos habitudes, c'est-à-dire une perturbation par jour. Elles vont défiler jusqu'à la fin de la semaine sur la France. En fait, nous avons affaire à un vaste système perturbé qui s'étend de Terre-Neuve jusqu'à l'URSS. Demain matin, le temps sera donc perturbé sur une bonne moitié ouest. Les pluies seront modérées à assez fortes. Sur la Bretagne, retour d'éclaircies avec tout de même beaucoup de nuages. Vent de sud-ouest assez fort sur l'Atlantique et la Manche. Sur l'est jusqu'à la Corse, des nuages, de la brume et du brouillard localement avec de rares éclaircies. Dans l'après-midi, tout ce système va se décaler. Pas de surprise, la perturbation ira sur l'est du pays alors qu'un temps de traîne va s'installer sur l'ouest. Donc des nuages et du ciel bleu alterneront un petit peu comme cet après-midi. Averse possible près de la Manche. Le vent se renforcera dans l'intérieur jusqu'à 40 km/h. Les pluies toucheront les régions allant des frontières du nord aux Pyrénées et même jusqu'à la Corse. La neige tombera en général au-dessus de 2000 mètres. Mais comme des poches d'air froid pourront subsister localement dans les Alpes, cette limite pourra être abaissée jusqu'à 1000 mètres. En tout cas, nous le souhaitons. Les températures minimales seront en forte hausse. Fini les gelées dans le nord-est et dans le centre-est. Il fera 2 à 5 degrés. Partout ailleurs, températures comprises entre 6 et 11 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront encore en hausse, notamment sur la moitié nord, où elles gagneront 5 à 7 degrés. La température la plus basse demain sera de 8 degrés dans le nord-est, où hier, il faisait encore moins 1 degré. Et ces températures iront jusqu'à 17 degrés à Biarritz. Hors de nos frontières, temps perturbé pratiquement partout, pluie, neige et nuages seront au programme. En fait, seul un tout petit anticyclone donnera de belles éclaircies à Rabat. Il y aura de la neige à Stockholm, Berlin et Varsovie, de la pluie à Londres, Lisbonne et Madrid. Et le ciel sera nuageux à Genève, Belgrade ainsi qu'à Alger. Demain, nous fêterons la Sainte-Lucie. Très bonne fin de soirée sur FR3. Barbra Streisand, une voix, une femme, une légende. Barbra Streisand, le disque de ses plus grands succès, enfin disponible. Barbra Streisand. FR3, la chaîne qui aime le cheval, vous propose 3 rendez-vous. Jeudi prochain, 14 décembre à minuit, en direct de Grenoble pour la toute première fois, les Losanges d'Or Renault vont opposer les 10 meilleurs cavaliers français, un beau spectacle en perspective. Toujours à Grenoble, la finale du Renault Jump, disputée dimanche prochain, vous sera proposée dans Sport Loisirs le dimanche 24 décembre, ce sera notre cadeau de Noël. Le cheval sur la 3, c'est aussi le magazine Epona, prochaine émission en janvier. Mais dès le dimanche 24 décembre, pour le concours Epona-Lépron, un nouveau jeu de questions vous sera également proposé. La 3 avec Laurent Després, la chaîne qui de plus en plus aime le cheval. Je suis comme un comédien qui ne connaît pas son rôle le soir de la première et qui a des trous, des trous, des trous. Comme un orateur qu'on pousse à la tribune et qui ne connaît pas le premier mot de son discours, qui ne sait même pas de quoi il parle, qui ne sait même pas à qui il s'adresse. Mais je ne connais pas ce public. Veux-tu que je te dise, on est anachronique. Voilà ce qu'on est, anachronique. 40 ans, c'est un parcours d'abord. Et je crois que c'est un parcours bien rempli, mais qui n'est pas terminé d'ailleurs. La date de naissance de la CDO? La date de naissance, le 3 novembre 1949. Ce jour-là, on commençait une aventure professionnelle importante et qui allait certainement marquer beaucoup la vie de cette région.
Avant les tournées des jeunes comédiens et les tournées de la CDO, qu'est-ce qu'il y avait comme théâtre? Dans les campagnes et dans les bourgs, il n'y avait rien. Sinon, un théâtre amateur extrêmement vivace. Et quel répertoire, par exemple? Un répertoire qu'on ignore complètement, Marie-Jeanne, ou des choses absolument insensées. Et puis, dans les villes, les grandes villes, celles où il y avait un théâtre, ayant une jauge suffisante pour assurer la rentabilité d'une tournée, il y avait les tournées barrées. Et dans les autres, il n'y avait rien. Dans certaines villes, je dis bien, des sous-préfectures, prenons Auray par exemple, la première fois on est venu à Auray, il n'y avait pas eu de spectacle professionnel, on ne savait pas depuis combien de temps. Personne de mémoire d'Alréen ne savait à quand remontait la dernière représentation théâtrale professionnelle à Auray. En 1939, déjà, l'aventure théâtrale commençait, parce qu'elle s'est poursuivie effectivement à travers le temps de la guerre et un peu au-delà avec l'histoire des jeunes comédiens. Les jeunes comédiens, c'était une équipe qui existait depuis un an déjà et qui avait joué, bien entendu, Les Jours Heureux. Oui, moi je suis un porteur paradoxe. de marche, mais comment s'est formée cette équipe? Oh, très simplement, nous nous étions réunis à quelques camarades pour faire du théâtre, ce que nous avons fait immédiatement, jouant Les Jours Heureux, à une époque où pourtant tout n'était pas rose, puisque c'était en pleine guerre. Oui. Et je me rappelle de spectacles que nous donnions après. Alors, d'abord Les Jours Heureux. Ah, voilà les archives. Les archives, Le Barbier de Séville. Et je crois que nous avions fait une création après, déjà, une création. Hein. Une création, oui, une pièce de Jean-Louis Bertrand. Qui s'intitulait Arabelle. Arabelle, voilà. Nous avons même participé au concours des jeunes compagnies 3 ans de suite. C'était en 46, 47 et 48. Mais on parlait déjà de décentralisation à cette époque. On parlait déjà de décentralisation. On avait envie de faire du théâtre, mais pas à Paris, pour les raisons que je vous ai dites. Et il se trouve que parallèlement, les jeunes comédiens de Rennes débarquaient à Paris au concours des jeunes compagnies, étaient primés, que j'ai fait leur connaissance, que j'ai rencontré Guy Parigot, que leur envie de se professionnaliser, pardonnez-moi c'est un mot difficile, et mon désir de travailler en province se sont conjugués. Et on s'est dit, on fait le 4e centre dramatique, puisqu'il existait à l'Est, d'Asté à Saint-Étienne et Sarrazin à Toulouse. Il fallait que quelqu'un prenne une décision officielle tout de même. Alors je crois que le CDO possède le record de rapidité de création, en ce sens que le projet que j'ai déposé sur les bureaux administratifs, c'est en mai 49, qu'ensuite il a fallu faire un budget, obtenir l'accord de l'Éducation nationale, qui était le ministère de tutelle à ce moment-là, des finances, ce qui était bien plus difficile, puis il y a eu les vacances. Mais le 25 octobre, Jeanne Laurent m'a pris par la main, qui était, je parlerai d'elle tout à l'heure, la sous-directrice. Elle n'avait de titre que sous-directeur. On dit sous-directeur et pas directrice, je crois. Sous-directeur du théâtre et de la musique. Et elle m'a emmené devant le conseil municipal de Rennes, où elle a dit, voilà, on va fonder un centre dramatique à Rennes, est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous coûtera 2 millions par an. Elle a été parfaitement, j'ai même pas ouvert la bouche, elle était parfaitement convaincante et nous sommes repartis avec l'accord du conseil municipal. Et très peu de temps après, le 3 novembre, j'ai débarqué en gare de Rennes avec des éléments parisiens que j'amenais pour rencontrer ceux des jeunes comédiens qui souhaitaient devenir professionnels, c'est-à-dire Parigot, Guillot, Goubert et Hélène Batteux. Le 3 novembre, et nous faisions notre première au théâtre de Rennes le 13 décembre. Fin mai, 13 décembre, un peu plus de 6 mois, c'est un record absolu. Pourquoi est-ce qu'on y est arrivé ainsi? Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que le terrain avait été extraordinairement préparé par les jeunes comédiens de Rennes amateurs qui avaient rédigé un rapport sur la situation du théâtre dans l'Ouest d'une très très grande exactitude, d'une grande précision jusqu'au prix du kilomètre en autocar. Ce qui fait que l'administration s'est trouvée devant quelque chose de sérieux. Pendant 9 ans, les jeunes comédiens de Rennes avaient travaillé et ils ont bien voulu me faire bénéficier de cette formidable expérience. Mais aussi parce que nous sommes tombés sur ce fonctionnaire dont je parlais, Jeanne Laurent, bretonne d'ailleurs, obstinée, comme dit-on les Bretons, née à Châteaulin, et qui avait été nommé en 1945 sous-directeur du théâtre et de la musique. Et qui s'est pris de passion pour cette idée de la décentralisation théâtrale, laquelle bien sûr avait des antécédents, avec Gémier, avec le Rideau Gris de Marseille, avec les tournées des comédiens routiers, mais rien de cohérent. Le miracle de Jeanne Laurent, c'est qu'elle a transformé sa volonté personnelle en une volonté politique et une volonté d'État. Et il est arrivé
avec sa petite voix douce, toujours égale, presque fluette, sans jamais aucun éclat. Elle avait une force de conviction extraordinaire. Elle a convaincu ses supérieurs. Elle a eu de grands combats à livrer, on pourra en parler tout à l'heure. Mais elle a voulu que ça existe, et c'est elle qui est arrivée en 6 mois. Et vous connaissez assez ce que c'est que l'administration, pour savoir que contacter l'éducation, contacter les finances, passer en revue tous les conseillers généraux de l'Ouest, les autres municipalités craignent, car il ne s'agissait pas de jouer Carène, tout ça en 6 mois. Il fallait qu'il y ait à la tête, si vous voulez, une volonté extraordinaire, bien c'était celle de Jeanne Laurent, à qui je dois tout, et à qui tous les hommes de la décentralisation doivent tout. Maintenant qu'elle vient de disparaître, je n'ai pas attendu ce moment pour le dire, je l'ai toujours répété, je le dis encore une fois avec beaucoup d'émotion, à sa mémoire. On a commencé